Bonjour aux personnes qui sont présentes. On va attendre quelques minutes. On devrait être à peu près 300 personnes parce qu'on avait plus de 300 inscriptions. Donc là, graduellement, les gens vont se connecter. On va laisser un petit 2 minutes. On va commencer et les personnes on voit encore que les connexions augmente en ce moment. Donc, c'est avec un très grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui à ce webinaire qui, comme son nom l'indique, a comme sujet le tutorat, l'aide aux devoirs et d'autres stratégies d'accompagnement dans le but d'aider efficacement les jeunes dans leurs apprentissages. Avant de me présenter, j'aimerais vous dire merci de prendre ce temps avec nous. Le fait d'être ici démontre votre engagement et votre volonté d'aider nos jeunes à mieux réussir. Donc, officiellement, bienvenue. Comme je disais, on devrait être à peu près 300. Le lien de connexion va également être disponible par la suite. En fait, l'enregistrement va être disponible par la suite. Les personnes pourront les regarder à distance. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon nom est Mélanie Chandonnet. Je suis la directrice générale de la table régionale d'éducation de la Mauricie. En fait, aujourd'hui, on a des gens qui dépassent l'horizon de la Mauricie parce que quand on a commencé à jaser du sujet de la conférence avec M. Royer et Mme Papy, tout de suite, nos deux conférenciers ont nommé l'intérêt qui pouvait être plus grand, donc au-delà de la Mauricie. On a donc décidé d'ouvrir plus largement à toutes les personnes du Québec qui voulaient s'inscrire. Donc, c'est pour ça qu'on dépasse l'horizon de la Mauricie aujourd'hui. Comme vous le voyez probablement dans vos organisations, nos jeunes ont besoin de soutien. Après la pandémie, qui a été difficile pour les jeunes plus vulnérables, on a eu des périodes de grève également qui ont donc retardé les apprentissages. Et on voulait partager différentes stratégies avec vous pour que vous puissiez être outillés pour aider les jeunes avec lesquels vous travaillez. À la trame, on travaille déjà depuis de nombreuses années sur le tutorat et l'aide aux devoirs. On a ce qu'on appelle des zones de collaboration. Donc, avec nos partenaires, on réfléchit, on essaie de trouver différentes solutions pour aider les organisations, autant scolaires que communautaires, dans différents enjeux, différents sujets. Et c'est à travers les zones de collaboration que cet enjeu-là a été nommé pour mieux comprendre les pratiques et identifier ce qui est le plus efficace pour soutenir les jeunes dans leurs apprentissages. Donc, on sait que le tutorat, l'aide aux devoirs est tout autre forme d'accompagnement à l'apprentissage, qu'il soit réalisé par le personnel des écoles ou les intervenants du milieu communautaire peuvent faire une grande différence dans la réussite scolaire et éducative des jeunes. Et quoi de mieux que deux experts dans le domaine pour venir nous en jaser aujourd'hui. Donc, on a tout de suite pensé à M. Égide Royer et Mme Katia Papy qui nous ont répondu positivement dès le début, dès les premières approches. On est donc très fiers de pouvoir les compter avec nous aujourd'hui. Quelques détails techniques avant de commencer les conférences. Le mode en ce moment de conférence est un mode webinaire, donc on ne peut pas vous voir les participants qui sont là. Si vous avez des questions, il va être possible de les inscrire dans le Q&A, dans questions-réponses, et il va y avoir une période de questions à la toute fin des deux conférences. Si c'est possible pour vous déjà d'indiquer que la question que vous posez s'adresse à M. Royer ou à Mme Papy, ça va nous aiguiller aussi à la fin pendant la période de questions.
sans plus attendre, je vous présente notre premier conférencier, quelqu'un pour qui j'ai une très grande admiration et qui n'a pratiquement plus besoin de présentation tellement il est reconnu dans le milieu d'éducation. Donc, Dr. Régine Royer, ça me fait un très grand plaisir, M. Royer, que vous soyez avec nous. On aime beaucoup collaborer avec vous. Donc, M. Royer est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, tout spécialement de celle des jeunes en difficulté. Il est reconnu comme l'un des experts québécois en éducation, plus particulièrement ce qui a trait aux interventions visant à prévenir l'échec scolaire et les problèmes d'adaptation à l'école. En 2016, il a reçu le prix professionnel décerné par l'Ordre des psychologues du Québec à l'un de ses membres qui se distingue par son apport considérable à la profession et sa carrière exceptionnelle. Ensuite, lors de la pandémie, il a été à l'origine de la recommandation de la mise en place du programme québécois de tutorat. Finalement, il a été décoré en mai 2022 en tant que membre émérite de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec. Donc, comme je le disais, je suis extrêmement heureuse de pouvoir l'avoir avec nous. Je lui cède la parole. Monsieur Royer, bienvenue, merci. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Je vais tout de suite faire le partage d'écran. Bouge pas, je vais juste reculer un peu. Donc, écoutez, je vous invite dans les 20 prochaines minutes à quelque chose de très, très concret au niveau du tutorat. Ça va vraiment être une capsule, mais qui va être en mesure déjà, avec des éléments que vous allez être en mesure d'utiliser dès lundi prochain si vous avez des décisions à prendre ou des améliorations à apporter à la pratique du tutorat, voire aux mesures pour aider les jeunes qui présentent des difficultés à l'école. Regardez, essentiellement, je vais faire un peu d'histoire, mentionner entre autres ce qui s'est passé durant la pandémie et d'où vient le programme national de tutorat au Québec. L'effet du tutorat, je vais vous donner un aperçu de la recherche qui a été à l'origine, d'ailleurs, cette méta-analyse-là était à l'origine de la recommandation que j'avais faite dans le cadre du comité qui a siégé durant la pandémie. L'importance de l'intégrité de l'intervention qui est fondamentale, je vais vous en dire un mot, et par la suite, dans quelle mesure, c'est quoi la relation entre tutorat, élèves en difficulté et réussite scolaire, même au niveau de la transition scolaire. Et je ne peux pas ne pas aborder en lien avec le tutorat la question de la sous-scolarisation des garçons au Québec. Donc, un peu d'histoire. Écoutez, au niveau du tutorat, prenez Google, n'importe quel moteur de recherche, tapez tutorat. Vous allez tomber sur une liste de firmes privées qui, depuis des années, offrent du tutorat. On a vu des firmes offrir du tutorat pour préparer des jeunes aux examens d'admission des écoles privées. On a vu, entre autres, des firmes offrir du tutorat pour aider des jeunes en difficulté avec un tarif qui était chargé aux parents. Donc, ce n'est pas nouveau comme mesure. Ce qui a été nouveau, c'est que durant la pandémie, on s'est aperçu que uniquement maintenir l'enseignement ordinaire, compte tenu de l'impact de la pandémie, n'était pas suffisant. On avait à apporter ou à suggérer ou à mettre en place des mesures complémentaires. Donc, c'est à partir de ce comité-là sur lequel j'ai siégé durant la pandémie que j'avais fait la recommandation de mettre en place un programme de tutorat. Regardez, ce qu'on avait observé durant la pandémie, c'est que l'écart entre les élèves forts et les élèves faibles a augmenté, particulièrement pour les jeunes qui étaient déjà en difficulté et les jeunes de milieux défavorisés. Et que l'enseignement virtuel, assez rapidement, on s'est aperçu que l'enseignement virtuel, entre autres, ces jeunes-là étaient nettement moins efficaces de manière assez spécifique que l'enseignement en présentiel. Donc, comme je le soulignais rapidement, on en est venu à la conclusion. Nous, comme système éducatif au Québec, mais c'était vrai pour les autres provinces, c'était vrai pour les États américains, c'était vrai pour l'Angleterre, on avait besoin de mesures complémentaires ou d'ajouter certaines mesures d'intervention. Mais lesquelles et laquelle? Si on regarde au niveau de la recherche, je vais être très bref là-dessus. Il y a une méta-analyse. Une méta-analyse, vous prenez l'ensemble des études sur un sujet, vous allez évaluer les études de bonne qualité et vous intégrez l'ensemble des données de ces études-là. Il y en a une très importante, vous avez la référence, vous pourrez aller directement au texte si vous voulez. Qui était entre autres de Auréopoulos. Et là, Auréopoulos a fait une synthèse, une des premières grosses synthèses méta-analytiques de tout ce qui avait été fait en termes d'évaluation sur la question du tutorat et s'est aperçu que ça avait un impact majeur. Et quand on fait une méta-analyse, on parle d'importance d'effet. Lui est arrivé à une importance d'effet moyen de 0,37. Regardez bien, j'ai une centaine de jeunes qui ont certaines difficultés scolaires
j'ai une autre centaine de jeunes qui ont certaines difficultés scolaires. À un groupe, je donne les mesures habituelles. L'autre groupe, je donne du tutorat. À la fin d'une année, mon groupe qui a reçu du tutorat va avoir l'équivalent d'environ 4 mois d'apprentissage tel qu'évalué par son type d'études en avance sur celui qui n'avait pas eu de tutorat. Et ça, ce point 37-là, ou ce 4 mois-là, ça, c'était pour la moyenne des mesures du tutorat. Quand le tutorat est bien fait, l'impact est encore plus puissant, ce qu'on va voir dans quelques minutes. Donc, dans son étude de méta-analyse, dans sa méta-analyse, il y a eu des mesures de tutorat données par des enseignants retraités, des enseignants en exercice, des étudiants en enseignement. Et vous allez voir, dépendamment de qui fait le tutorat, ça a un impact qui peut être différent. Donc, assez rapidement, on s'est aperçu qu'écoutez, là, c'était comme les deux yeux dans le visage. Si c'est bien fait, c'est une mesure portante, efficace et qui fait une différence au niveau de la réussite scolaire. L'autre élément, cependant, quand on regarde au niveau du tutorat, c'est la question de l'intégrité de l'intervention. Ça, l'intégrité de l'intervention, je vais vous donner un exemple. On est d'ailleurs, on est l'automne, au début d'automne, vous avez un mal de gorge. Vous allez voir votre médecin vous dit, bon, vous faites une infection à la gorge, votre médecin vous prescrit des antibiotiques. Admettons que c'est ça qu'il devait vous prescrire. Vous devez les prendre 10 jours. Vous les prenez 3 jours, par la suite, vous jetez la bouteille et le mal de gorge revient. Est-ce que c'est le traitement qui n'était pas correct ou est-ce que c'est la façon d'appliquer le traitement? Donc, quand on parle d'intégrité d'intervention, on parle vraiment de la manière d'appliquer ou de faire du tutorat, de la même manière que vous prenez des antibiotiques, ça va mieux, vous arrêtez le traitement, le problème revient. Et ça, les facteurs qui influencent l'efficacité du tutorat ont été assez bien délimités. Regardez bien. Et ça, vous pourrez vous en servir. Et là, je m'adresse aux directions d'école, aux parents, à l'ensemble des intervenants préoccupés. Je vais du plus au moins efficace. Tutorat fait par qui? S'il est fait par un enseignant ou quelqu'un qui a une formation en enseignement qui appartient au personnel enseignant de l'école, c'est plus efficace que si c'est fait par un élève. Et vous avez les autres types d'intervenants entre les deux, autres personnels de l'école, volontaires formés. Mais je vais vous donner les extrêmes à ce moment-ci. Le ratio tuteur-élève. Un ratio de un tuteur pour un ou deux élèves est efficace, mais un tuteur pour plusieurs élèves, 3, 4 élèves, ou à la limite, écoutez, je fais du tutorat, j'ai 25 jeunes que je rencontre en fin d'après-midi pendant 1 heure. Là, vous êtes vraiment, là, en ce qui concerne le tutorat, dans quelque chose de totalement inefficace. Donc, le ratio le plus efficace, écoutez, plus vous tassez vers la gauche de l'écran, plus c'est une mesure efficace. Et plus vous tâchez vers la droite, plus vous diminuez l'impact. Contenu, travailler sur quoi? Lorsque le tutorat colle les programmes d'études, moi, tuteur ou tutrice, je travaille avec Steve sur des éléments précis du programme de français de première secondaire qui a de la difficulté à bien saisir, pour lesquels il y a des difficultés. C'est nettement plus efficace que strictement faire de l'aide aux devoirs. On pourrait peut-être parler un peu dans les questions de l'aide aux devoirs, mais l'aide aux devoirs, c'est que j'ai reçu des devoirs d'enseignants, j'ai quelqu'un qui m'aide pour les faire. Le tutorat, je colle les programmes d'études et en prenant un tutorat mathématique, j'identifie c'est quoi les lacunes, c'est quoi les limites, qu'est-ce que le jeune n'a pas compris en mathématiques, mais toujours en fonction du programme d'études. Formation et supervision, vous avez une équipe de tuteurs, vous y avez donné une formation avant qui commence à faire du tutorat. Par la suite, vous faites une forme de supervision et vous donnez une formation de rappel est nettement plus efficace que de dire, ben, tu deviens tuteur, occupe-toi de Steve, Michel ou un autre, et c'est toi le tuteur en mathématiques. Donc, les milieux où ils ont donné une formation de tuteur, où les tuteurs se rencontrent et on donne de la formation continue aux tuteurs ou aux tutrices, on se retrouve dans un contexte nettement plus efficace. Le lieu et le moment, durant la journée scolaire en complément de la classe, est plus efficace qu'après la journée scolaire à l'extérieur de l'école. Donc, vous voyez un peu l'écart entre les deux. Et ça, vous pourrez vous servir parce que le document que je vous présente là, la présentation, vous allez l'avoir en format PDF. Mais encore là, plus efficace sur le temps scolaire, en complément, un peu moins efficace durant la journée scolaire en remplacement de l'enseignement en classe, mais nettement moins efficace si c'est fait en dehors de la classe ou en dehors du temps scolaire si vous aimez mieux. Et la fréquence et la durée, portez bien attention. Toute l'année à raison d'1 heure par jour est évidemment nettement plus efficace qu'à l'occasion. Rappelez-vous l'exemple de mes antibiotiques de tout à l'heure. Là. Il y a une durée comme telle là, en termes d'impact et durée et fréquence ont un impact sur l'efficacité. Tutorat élève en difficulté de transition sous scolarisation.
écoutez, là, si vous doutez encore qu'on a besoin d'avoir des mesures comme le tutorat pour améliorer la situation de l'éducation au Québec, je pense qu'après les quelques diapositives qui suivent, vous ne serez plus en mesure de douter. Portez bien attention. J'avais 103 000 élèves en difficulté en adaptation scolaire en 2001-2002 pour environ 1 million d'élèves au Québec. Maintenant, j'ai 235 000 élèves dans les écoles publiques du Québec identifiés en difficulté avec un plan d'intervention. C'était en 2022-2023. Il y a une augmentation vraiment énorme. Et regardez ceci. La moyenne, le pourcentage d'élèves du primaire avec un plan d'intervention, on avoisine maintenant 21-22. Au secondaire, c'est 33 %. Posez-vous la question, d'ailleurs, je l'ai posée hier, j'étais à une réunion du Mouvement des Jardins au niveau des dons qu'on donne pour supporter la réussite scolaire. Posez-vous la question, votre fils de première secondaire va aller dans une classe de première secondaire en français où 45 ou 33 ou 30 des jeunes ont un plan d'intervention pour difficultés en français. Vous voyez un peu le niveau de problème que ça pose. Ça, c'est une première donnée importante. La deuxième, regardez bien le nombre d'élèves en difficulté au cégep. J'ai une augmentation, si on était en 2012-2013, regardez l'augmentation. Jeunes en situation de handicap au cégep. On frôle le 15 présentement. Donc, ça aussi, c'est une donnée qui apparaît importante en termes de nombre de jeunes en difficulté. Donc, il faut véritablement penser qu'il se passe quelque chose en amont aussi, ou qu'il y a quelque chose qui devrait se passer en amont. Taux de réussite à l'épreuve ministérielle en écriture 5e secondaire. Puis ça, j'ai trouvé l'écart gars-fille. Écoutez, le taux de réussite des garçons à l'épreuve ministérielle d'écriture en 5e secondaire, c'est 61 %. J'ai près de 40 % des gars qui ont échoué cette épreuve-là. À peu près, vous avez pas loin de 28 % des filles, le réseau privé étant toujours plus fort. Mais regardez quand même que quand je parle de mesures comme le tutorat, on peut parler en français ou en mathématiques, je vous dis qu'on a un contexte où ce type de mesure-là est nécessaire, surtout lorsqu'elle est bien faite par rapport à des indicateurs qu'on a présentement. Et au niveau de la diplomation, j'ai gardé les indicateurs pour la région de la Mauricie. Réseau public, taux de diplomation ou de qualification des garçons après 5 ans de secondaire, c'est 62 %. Les filles, c'est 76 %. Ça, c'est tout le système public du Québec. Si on regarde la situation en Mauricie, c'est 58 % pour les gars et 74 % pour les filles. Toujours le même écart. Et je vous le dis tout de suite, le tutorat est une mesure parce que quand un homme fait, entre autres, quand un homme fait un enseignant masculin fait du tutorat avec des gars, entre autres, il y a une question de travailler sur les apprentissages, mais il y a un impact en termes de modèle de réussite aussi, dont il témoigne lui-même comme enseignant aidant un jeune qui a certaines difficultés. Mais avec des indicateurs pareils, parce que quand je me compare à l'Ontario, on est dans quelque chose de très différent, des mesures aussi puissantes que le tutorat, bien réalisées, demeurent importantes. Et ça nous touche, évidemment, ce que je viens de vous donner, toute la question de la sous-scolarisation des gars. Ça, c'est le taux d'accès aux études collégiales chez les 17-24 ans. C'est 75 % pour les filles, puis environ 56 % pour les gars. Il y a un écart énorme. Écart beaucoup trop grand par rapport à ce qu'on a au niveau des autres provinces. Donc, garçons, filles, diplomation, élèves en difficulté, le tutorat peut avoir et a, lorsque c'est bien fait, une contribution importante là, à apporter pour la réussite de ces jeunes-là. Et je complète avec un exemple. Ça, c'est le cégep de Shawinigan. J'aurais pu vous donner plusieurs exemples, mais pas Shawinigan, excusez, Valleyfield. Cégep de Valleyfield. Regardez bien. Des étudiants de collégial 1, collégial 2, première, deuxième année de cégep, jouent un rôle de tuteur. Ça fait des années que ça dure, hein, bien avant la pandémie, jouent un rôle de tuteur avec des jeunes de quatrième, cinquième secondaire en français et en mathématiques. Et là, vous avez quelque chose d'intéressant, parce que, un, c'est valorisant pour les jeunes du cégep qui le font, mais l'autre élément, outre l'intervention et l'aide apportée au niveau des apprentissages, ces jeunes-là fournissent eux-mêmes des modèles de réussite et sont même capables de. Je suis en quatrième secondaire, je suis capable d'avoir une bonne idée puis d'échanger avec quelqu'un qui est déjà au cégep. Voyez-vous l'impact que ça peut avoir? Ça, c'est du tutorat où l'impact est autant au niveau des jeunes du collégial que des jeunes qui sont dans des écoles secondaires qui vont alimenter le cégep là, de Valleyfield en question. Ça, c'est un des exemples intéressants que j'ai vus dans le domaine. Donc, pour conclure, le tutorat est une mesure très efficace si appliquée avec intégrité. Regardez, je vais caricaturer, là.
quelqu'un qui n'a aucune formation en enseignement, qui fait de l'aide, qui fait du tutorat supposément avec un groupe de 25 en dehors des heures de classe le samedi matin, va être nettement, là, c'est même plus une question d'efficacité, va être nettement moins efficace que si moi, je suis tuteur d'un ou deux élèves que je rencontre 3 fois par semaine dans le cadre de leur présence à l'école, dans le cadre de la journée scolaire, et que ça dure pendant plusieurs mois. L'autre élément, c'est susceptible d'avoir un impact probablement important, c'est le tutorat. Si cette mesure-là est offerte, entre autres, en amont, auprès des jeunes qui sont en difficulté, auprès des jeunes vivant une transition scolaire. Vous avez des jeunes ici à mener, là, c'est chambranlant là, en termes d'acquis. On peut offrir des mesures là, pour prévenir la glissade de l'été. On peut offrir des mesures durant l'été, mais l'idée que je les accueille en première secondaire, en plus avec une forme d'accompagnement de tutorat, là, vous vous retrouvez dans une situation qui augmente nettement les possibilités de réussite de ces jeunes-là. Soit vivant une transition scolaire, j'en ai parlé, ou pour prévenir la sous-scolarisation des garçons. Écoutez, là, moi, on est plusieurs à le souligner au Québec. Il y a un programme, écoutez, l'écart de réussite gars-filles. Je fais un lien direct avec le tutorat, là. L'écart de réussite gars-filles au Québec, écoutez, c'est environ 6 points de pourcentage en Ontario. Ça n'existe presque pas dans les maritimes, l'écart gars-filles. Quand je travaille en Colombie-Britannique, c'est à peu près un 3-4 de points de différence. Donc, il y a vraiment une réalité là qui, en termes de modèle et en termes de soutien pour la réussite éducative des garçons, entre autres, et évidemment des filles aussi, peut avoir son rôle à jouer. Et comme vous allez avoir le document au complet, je vous laisse les références sur, entre autres, qu'est-ce qu'on a en termes d'impact, la méta-analyse d'Oreopoulos, comment faire du tutorat de manière intensive et l'excellent, évidemment, bouquin de ma collègue là, Katia, qui va prendre la parole dans quelques minutes. Donc, c'est l'essentiel. On pourra se revoir pour les questions tout à l'heure. Je vais arrêter le partage. Et on va écouter maintenant Katia. Oui, bien, merci beaucoup, Monsieur Royer. C'est très intéressant. En fait, je pense que l'idée de voir qu'on doit mettre du temps et de l'énergie, de le répartir également dans une durée plus longue, de donner une intensité assez, assez augmentée, ça, je pense que c'est quelque chose à mettre en application. Donc, pas penser que tout se règle rapidement, mais il faut mettre de l'énergie sur une durée plus longue. Ça, c'est super intéressant. On a vu déjà des questions rentrer dans le question-réponse. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions pour M. Royer si ça vous a soulevé des interrogations. Et à la fin de la conférence, on va poser les questions soit à Mme Papi ou à M. Royer. Je vous présente maintenant notre deuxième conférencière. Il s'agit de Mme Katia Papi, qui est docteur en sciences de l'éducation et professeure titulaire au département éducation de l'Université TÉLUQ. Sociologue de formation, ses recherches sont diversifiées et portent notamment sur l'accompagnement et le tutorat à différents ordres d'enseignement. Durant la pandémie, elle a été sollicitée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour assurer la création de la formation J'enseigne à distance, puis pour évaluer les mesures concernant le tutorat et le bien-être de la glissade de l'été. Sa recherche sur le sujet qui a été réalisée entre l'été 2021 et l'été 2023 est d'ailleurs présentée dans le livre « Favoriser l'apprentissage et le bien-être ». Il est intéressant de mentionner que dans le cadre de cette recherche, 153 entretiens ont été menés auprès d'actrices et d'acteurs des milieux scolaires, d'instances régionales de concertation comme la TRIM dans les autres régions et de différentes organisations. On a bien hâte d'entendre qu'est-ce qu'elle a à nous dire à ce sujet-là. Je cède donc la parole à Mme Katia Papi. Merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que c'est tout bon? Oui. Donc, je vais pouvoir venir renforcer le clou que M. Royer a commencé à planter en continuant donc sur cette idée de tutorat comme mesure efficace.
Et tout d'abord, je veux le resituer. Le tutorat, en fait, peut être situé comme une pratique d'accompagnement. Si on lit un petit peu les travaux de Maëla Paul qui parle de la nébuleuse de l'accompagnement, elle définit le fait d'accompagner comme celui de se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui. Donc un peu l'idée de on tient la main et on chemine au même rythme et on va aider à surmonter les embûches qui sont sur le chemin. Donc le tutorat fait partie de ces pratiques d'accompagnement. C'est une pratique qui est très ancienne. Pour ceux qui veulent en savoir plus, là, je vous renverrai aux travaux de Alain Baudry. Mais juste quelques exemples comme ça. On parlait déjà de tutorat pour l'enseignement individuel qui se donnait notamment dans les familles aristocratiques 7000 ans avant Jésus-Christ. On parlait aussi de tutorat pour cette intégration qui peut se faire dans le cadre d'une profession. Quelqu'un va transmettre à l'autre comment faire cette profession, comment s'intégrer à son milieu, donc au 19e, 20e siècle. Dans les milieu des années 80, on a beaucoup parlé de tutorat aussi par les pairs pour l'aide d'un élève à un autre, avec le développement notamment du socioconstructivisme. Et puis, dans les travaux qu'on a dans les années 2000, notamment les travaux anglophones, on a beaucoup le tutorat sous forme de soutien scolaire d'un professionnel de l'éducation. Donc, on va revenir un petit peu sur les choses plus récentes, mais c'est juste pour dire que la notion de tutorat change selon les époques, selon les milieux et qu'on peut avoir différentes façons de comprendre le tutorat, qu'il peut se faire aussi bien dans une école, dans une université, en formation à distance. Moi, je suis à la TELUC, on a des tuteurs, dans les organismes communautaires, en entreprise, ça peut aussi être des particuliers qui donnent du tutorat. Et donc, il faut faire attention que derrière un même mot, on peut avoir des choses quand même assez variées selon les milieux, selon les contextes. Donc, c'est des conceptions assez flottantes. Par exemple, la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement disait on mêle le tutorat à n'importe quel service, de l'encadrement des devoirs, de la récupération, même des activités parascolaires. Si on regarde dans le dictionnaire, le tutorat, c'est de l'enseignement individualisé, donc ça doit être fait par un enseignant. Pas forcément, c'est une possibilité, mais c'est ça, là, on a l'impression qu'on se redirige vers le préceptorat avec l'idée que ça doit forcément être individualisé par un enseignant. Ça peut être un idéal, mais c'est pas toujours non plus le cas. Donc, juste pour, comment dire, à des fins de compréhension lors de la présentation, je vous propose de comprendre ici le tutorat comme un accompagnement qui permet de combler des lacunes ou de surmonter des difficultés scolaires par distinction de l'aide aux devoirs, qui est plus la supervision et l'accompagnement de l'élève dans la réalisation des devoirs qu'il a à faire. Autrement dit, quand on aide un élève à faire ses devoirs, on peut, excusez-moi, j'ai des choses qui peuvent. Quand on aide un élève à faire ses devoirs, on n'a pas forcément de grosses notions à travailler. Ça va être peut-être, oh, tu as mis 4 plus 2 égale 8, regarde, ah non, puis il se corrige tout seul. C'est pas forcément un gros travail sur une notion en particulier. On peut avoir par contre de temps en temps, oh, là, il ne comprend pas et j'en viens à faire finalement du tutorat dans ce qui était initialement de l'aide aux devoirs en travaillant vraiment une notion, en reprenant les bases de ce qui ont été vues en classe, etc. Donc, ça peut arriver que ça s'entremêle, mais à la base, c'est des choses qui sont normalement distinctes. Le tutorat, Monsieur Royer l'a bien expliqué, a une efficacité qui est démontrée. Donc, on a diverses études et des méta-analyses faites à partir de ces études sur le tutorat qui expliquent que quand on propose des services de tutorat à des élèves en difficulté scolaire ou à risque d'échec, ça a des effets positifs puisque ça permet d'augmenter les résultats, de diminuer les échecs, des effets qui sont statistiquement significatifs et qualitativement des effets qui concernent souvent non seulement l'apprentissage, mais aussi le bien-être et qui sont valables non seulement chez les enfants, mais aussi chez les adolescents. Donc, le tutorat a une vaste portée et ça peut être très intéressant, évidemment, à certaines conditions. Et alors là, je vais vous redire finalement ce qui a été présenté tantôt, mais de façon peut-être un peu différente, un peu plus rapide. Je vais peut-être moins insister. Donc, juste pour rappeler les critères d'efficacité du tutorat, tout d'abord que ce soit des personnes formées,
potentiellement accompagné. Si on prend le cas des étudiants, des fois on propose à des étudiants de faire du tutorat, et pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut qu'elles soient formées, accompagnées. Évidemment, on n'a pas besoin de ça quand il s'agit des enseignants, du personnel éducatif qui connaissent déjà bien les programmes, les élèves, etc. Certaines études nous disent aussi que c'est mieux quand il s'agit de volontaires qu'il s'agisse de volontaires rémunérés que non rémunérés. Le nombre de tutorés, évidemment, le tutorat un à un peut être un idéal, surtout dans les cas de grandes difficultés scolaires ou de problèmes particuliers, des cas de dyslexie ou autres. On a vraiment besoin d'un accompagnement très, très, très personnalisé. Cependant, on nous dit que le tutorat en petit groupe peut aussi bien fonctionner si tant est qu'on ne dépasse pas 3 ou 4 élèves. Le 3 ou 4 dépend des travaux qu'on lit. Philippe Oréopoulos insiste sur le 3 élèves, en disant qu'il ne faut pas dépasser 3. Des critères favorisant l'efficacité, toujours, on a la fréquence et la durée du tutorat. Donc, dans les travaux, on trouve souvent qu'il faut qu'il y ait au moins 3 séances de tutorat par semaine. Ça ne veut pas dire que s'il n'y en a que 2, ce n'est pas efficace, mais pour être optimal, il faudrait qu'il y en ait au moins 3 et que ça se déroule durant plusieurs semaines. Et alors là, on a différentes données selon les travaux, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on commence à percevoir des résultats déjà dès la 5e semaine dans certaines études, mais que idéalement, il faut que ça se déroule sur, évidemment, bien plus longtemps. Le moment et le lieu, donc pendant le temps scolaire, Monsieur Royer en a parlé, et on le comprend bien, les élèves qui ont déjà des difficultés, pour eux, la journée est déjà longue. Donc si on leur rajoute encore du tutorat après ça, ou le week-end, etc., ça leur en fait beaucoup. Donc idéalement pendant le temps scolaire, et en général, les études portent sur du tutorat qui se fait en présence, même s'il y en a une ou deux sur du tutorat à distance qui fonctionne. En général, la plupart des travaux ont été faits sur du tutorat en présence, ce qui peut avoir 2 avantages, puisque si ça a lieu à l'école pendant le temps scolaire, bien, on est sûr que l'élève va à sa séance de tutorat, d'une part, et d'autre part, ça peut aider à créer le lien dont on va parler. Puisque j'aurais tendance à ajouter aussi ces deux autres critères qui ne sont pas forcément dans la structuration du dispositif, mais qui restent importantes, c'est d'avoir des pratiques évidemment adaptées, donc un soutien adapté aux besoins et aux capacités du tutoré. Là, on revient un petit peu à l'idée de la zone proximale de développement. Là, ça ne sert à rien de faire quelque chose de trop compliqué pour l'élève ou de lui remontrer des choses qu'il maîtrise déjà. Si on est un tutorat, on veut être efficace, on veut profiter de ce temps-là pour vraiment aider l'élève. D'avoir des pratiques structurées. Alors, dans beaucoup de travaux, on voit des pratiques de tutorat qui sont faites dans le cadre de la RAI, niveau 2 en petits groupes, niveau 3, 1 à 1. Et puis, évidemment, d'avoir des notions et des ressources adaptées au programme scolaire. Et c'est là des fois où il y a un petit achoppement quand on demande à des personnes qui ne sont pas du milieu de faire du tutorat. C'est que parfois, elles ont plein de bonne volonté, mais elles n'ont pas forcément les ressources les mieux adaptées ou ne savent pas vraiment comment se compose le programme scolaire. Enfin, il y a toujours l'importance d'une relation de confiance dans le cadre du tutorat. Donc, il faut essayer de comprendre le tutoré, peut-être au-delà de ce qu'on peut faire quand on est en enseignement avec plein d'élèves devant soi. Là, on est à 1 à 1 ou 1 à 2, etc. On se dit c'est l'occasion de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'on peut toujours expliquer 36 fois comment résoudre une équation si à la base, l'élève garde en lui l'idée qu'il est nul en maths parce qu'on lui a dit que de toute façon, il n'y arriverait jamais, puis que ça n'irait pas. Il faut peut-être déjà déconstruire ça avant de pouvoir l'aider à résoudre une équation. Pareil, s'adapter le plus possible au tutoré. Donc, essayer d'instaurer le climat de confiance, puis de prendre en compte leurs intérêts, leurs perceptions. Et on va revenir sur ces points-là dans les stratégies développées par les tuteurs que je vais vous présenter tantôt. Donc, dans le cadre de l'étude que j'ai faite là, sur demande du ministère pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passait au Québec, j'avais proposé cette définition qui reprend les critères avancés par les méta-analyses en disant bien le tutorat, dans le cadre de cette recherche, c'est de l'accompagnement personnalisé réalisé de manière individuelle ou en petits groupes à fréquence régulière durant plusieurs semaines consécutives. Alors, des exemples, il y en a plein dans la littérature. Ça remet en avant ce que montrait M. Royer tantôt. On avait par exemple le petit tableau là de Slavin qui nous montrait que le tutorat efficace, le tutorat
qui correspond aux méthodes, aux critères qu'on a vus tantôt. Et ce qu'il y a de plus efficace, vous le voyez, sans forcément comprendre qu'est-ce que c'est qu'une taille de l'effet, on voit que c'est ce qui va le plus loin. Vous voyez, là-bas, va jusqu'à 0,30 et c'est qu'une moyenne, on voit que ça peut aller au-delà, on l'a vu tantôt avec 0,37. Mais on nous dit finalement, quand c'est bien fait, le tutorat, il n'y a rien de tel. C'est ce qui fonctionne le mieux. À côté de ça, tout ce qui est école d'été est très peu efficace, si ce n'est, puis c'est là on a un double astérix, quand il s'agit du tutorat, puisqu'on peut faire du tutorat pendant l'été également et que du coup ça reste efficace. Et une autre étude qui a été publiée en 2023, dans le cadre du tutorat fait à Chicago dans des milieux défavorisés, c'était du tutorat, un tuteur pour 2 tutorés, 45 à 50 minutes chaque jour pendant le temps scolaire. Et on voit une augmentation des scores qui est plus faible que ce qu'on voit d'habitude, là, 0,16, mais quand même une baisse des échecs en mathématiques de 49%, ce qui n'est évidemment pas négligeable. Au Québec, qu'est-ce qu'on a eu dans les dispositifs de tutorat si on regarde en 2022-2023, puisque j'ai 309 directions d'école qui ont répondu à une enquête, à un questionnaire en fait en 2023, et 96% nous disaient avoir mis en place, je ne leur demandais pas s'ils avaient mis en place du tutorat, je leur demandais s'ils avaient mis en place quelque chose qui répondait à ma définition, à savoir qui était un dispositif d'accompagnement personnalisé, réalisé de manière individuelle ou en petits groupes, reçu par l'élève à fréquence régulière pendant plusieurs semaines consécutives durant l'année scolaire. Et dans ce cadre-là, 96% nous disaient oui, on a mis en place quelque chose de cet ordre-là. Ça s'appelait parfois tutorat, parfois ça avait un autre nom. Dans ce cadre-là, les tuteurs étaient formés et rémunérés parce qu'il s'agissait très majoritairement d'enseignants ou tantôt d'orthopédagogues, de TES, etc., mais très rarement de personnel qui était extérieur à l'école. Les groupes ne comprenaient pas plus de tutorés dans 60% des cas. Autrement, il y a 40% des cas où c'était plus de 4 tutorés et donc on pourrait dire trop ou moins efficace pour le tutorat. Au moins 3 fois par semaine dans 32% des cas. Dans la majorité des cas, c'était 2 fois par semaine. Comme dit, ça ne veut pas dire que c'est pas efficace, mais peut-être que si on pouvait augmenter d'1 fois par semaine, ce serait encore plus efficace. À voir. Plus de 5 semaines dans 97% des cas. Pendant le temps scolaire pour les 3 quarts et en présence à l'école presque partout. Les pratiques étaient adaptées aux besoins et on le comprend puisque c'est généralement des enseignants qui le faisaient, donc ils connaissaient les besoins de leurs élèves, les cursus scolaires, etc., ce qui était vu. Parfois, ça se fait dans le cadre de la RAI au Québec aussi, donc pas seulement dans les lectures qu'on fait du côté des États-Unis, mais chez nous aussi, des fois, ça a été intégré à la RAI. Et la relation de confiance était là, évidemment. Elle a été vue de 2 façons. Selon les directions d'école, on a dit on va mettre l'élève avec son enseignant parce que finalement, l'enseignant connaît déjà les difficultés de l'élève, ça va gagner du temps, la relation de confiance est déjà là. Dans d'autres écoles, l'idée a été de se dire, ah ben si ce qui a été vu en classe ne suffit pas, c'est peut-être mieux d'avoir une autre personne qui va avoir une autre approche, une autre façon d'expliquer, etc. Les 2 logiques peuvent se tenir, mais voilà, il y a eu 2 façons de voir les choses selon les écoles. Excusez-moi. Il y a aussi eu du tutorat, évidemment, qui a été proposé dans des entreprises. Pareil, Monsieur Royer en a parlé tantôt. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des étudiants, des enseignants, etc. Donc, ils sont généralement qualifiés, qui sont rémunérés pour faire du tutorat, généralement dans ces cadres-là de 1 à 1. J'ai mis fréquence régulière la plupart du temps, mais dans ces cas-là, c'est celui qui paye qui décide. Donc, il peut aussi se dire qu'au bout de 3 séances, il arrête. En présence ou en ligne, et depuis la pandémie, ce qui s'est beaucoup développé, évidemment, c'est le tutorat en ligne. Et certaines entreprises avec lesquelles j'ai pu discuter me disaient, désormais, même si les personnes voudraient plus de tutorat en présence, c'est les tuteurs qui n'ont plus envie d'aller au domicile quand ils peuvent faire cela en ligne de chez eux. Donc voilà, puis dans ce cadre-là, des entreprises, on a un petit peu 2 formes de tutorat qui existent. Il y a celui qui est là, effectivement, pour aider les élèves à dépasser leurs difficultés, etc. Mais il y a aussi des fois ce qui est appelé éducation de l'ombre dans certains travaux, qui est là au contraire plus pour accentuer la performance de certains. On peut avoir les 2 tendances qui existent. Du tutorat est également proposé dans les organismes communautaires. En général, vous connaissez bien ça. Donc, des tuteurs volontaires, formés ou non selon les cas, rémunérés ou non
selon les cas, avec un nombre de tutorés là aussi variable, des fréquences aussi qui peuvent changer et souvent d'autres services disponibles. Bien souvent dans les organismes communautaires, de ce que j'ai pu en voir, c'était souvent en fait de l'aide aux devoirs qui parfois peut mener à du tutorat lorsqu'on rencontre une difficulté et d'autres services, ça peut être d'avoir une collation avec ou autre, mais disons qu'il y a différentes façons de faire. Il y a aussi des fois dans certains cadres des tuteurs qui sont formés, accompagnés dans le cadre par exemple de leur cégep avec un cours en lien avec le tutorat qui vont dans les écoles. Donc en fait, il y a vraiment toute une diversité et beaucoup de façons de voir le tutorat et de le mettre en place qui diffèrent selon les endroits et selon les organisations concernées au Québec. Dans les pratiques qu'on peut repérer, donc il y a eu j'ai fait des entretiens, 18 entretiens avec des tuteurs, différents types de tuteurs, dont des tuteurs enseignants, orthopédagogues, étudiants, autonomes, etc., en essayant de chercher bien qu'est-ce qu'ils font, ces tuteurs. Alors l'idéal aurait été évidemment d'aller voir ce qu'ils faisaient sur place, mais dans le contexte de la pandémie, ça aurait été compliqué. Donc on passait par des entretiens d'analyse de l'activité assez fine, 2 entretiens d'1 heure et demie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui ressort finalement des pratiques des professionnels de l'éducation, des enseignants, etc., aussi bien que des étudiants, c'est la même chose. Et les pratiques ne changent pas tant que ça. C'est vraiment la connaissance des élèves, etc., qui va changer, mais leur bon coup, ce qu'ils nous disent comme ah, je fais ça, et oui, c'est efficace, ça revient un petit peu toujours au même. Donc, dans ce que j'ai pu dégager, il y a l'écoute empathique, évidemment. On n'est pas dans le jugement du tutoré. Pour que l'élève se sente accepté, il faut accueillir ses propos, ses émotions, porter une attention à son langage corporel, à ses centres d'intérêt, etc. Au besoin, on peut avoir un petit moment de respiration, de méditation, de manifester sa compréhension. Ben oui, moi aussi, j'ai trouvé ça difficile d'apprendre à lire. Parfois, certains tuteurs nous disaient, bien, je fais des erreurs parce que mon élève en fait beaucoup. Moi aussi, de temps en temps, j'en fais, puis je le laisse me corriger. Comme ça, il voit que les adultes aussi peuvent faire des erreurs. Il y a aussi une adaptation des activités au goût. L'élève aime pas lire des romans, oui, mais il aime les BD. On lui montre que ça aussi, c'est de la lecture et puis qu'on peut très bien travailler ce qu'on a travaillé avec quelque chose qu'il aime. C'est des petites choses qui peuvent sembler toutes simples, mais je vous les ai condensées parce que ça peut toujours donner des idées complémentaires aux personnes qui font du tutorat. L'humour est aussi souvent employé, évidemment. Faire attention, l'humour, c'est pas de la moquerie. Ça peut arriver des fois. Il faut vraiment faire attention à ce que l'humour reste de l'humour. Donc, ça peut servir à détendre la situation, évidemment, à dédramatiser une erreur, voire à renforcer la connivence avec l'élève. Donc, on prononce mal un mot ou on se comprend mal sur un mot, bien ça peut servir à rire un petit peu là-dessus. Il y a une tutrice qui nous disait, ah, bien, quand mon élève arrive des fois, je le sens vraiment tellement stressé, elle me dit, je lui demande de me serrer les mains, puis de me transmettre tout son stress, toute sa peur, puis au bout d'un moment, là, je dis, ouh, chouchou, ça te serre tellement fort, puis ça le fait rire. Mais c'est des façons aussi de détendre un peu la situation, surtout potentiellement en début de séance, parce qu'on sait bien qu'il y a certaines séances de tutorat qui, même si ce n'est pas recommandé, se font après la journée de classe et les élèves arrivent déjà un petit peu fatigués et tendus. Le renforcement positif, évidemment, on connaît tous ça, et puis ça s'oppose au renforcement négatif que font souvent les élèves qui ont du mal et qui se disent, j'ai eu une mauvaise note, et puis de toute façon, j'y arriverai pas, et puis je comprends jamais, etc. Donc, on veut défaire ça, on va dans l'autre sens, on encourage et on favorise la prise de confiance. Les tuteurs nous disent donc qu'ils facilitent le travail parfois en découpant en petites unités, parce que finalement, le problème global semble une montagne, mais ils montrent à l'élève que si on découpe en plus petites unités, bien, il est capable de le faire par petits bouts. Beaucoup de félicitations. Il y a des tuteurs qui nous disent qu'ils donnent des petits cadeaux ou des billets avec un petit mot d'encouragement continu, etc. Bravo. Et puis que par la suite, au bout d'un moment, ils essayent de se défaire finalement de cette récompense extrinsèque pour être plus dans la motivation intrinsèque en lui disant bah, ta récompense maintenant, c'est de savoir lire, puis tu vas voir, tu vas être fier de toi. Donc d'essayer de passer d'une motivation extrinsèque à une motivation intrinsèque progressivement.
La communication avec l'entourage, ça fait partie des points que j'ai pas mis dans cette liste-là dans le livre, mais qui a été intégré là, parce que ça compte beaucoup si vous avez des tuteurs qui ne sont pas des professionnels de l'éducation, qui ne connaissent pas les élèves en question. À un moment donné, ils vont perdre du temps s'ils arrivent vers leur élève et qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent travailler. Donc, l'idéal, évidemment, pour les tuteurs, c'est de savoir quelles sont les difficultés rencontrées par l'élève pour que la séance de tutorat puisse être efficace et qu'on ne perde pas de temps. Donc, il y a certains tuteurs étudiants qui nous disaient, ah bien, j'ai eu des échanges avec les parents en amont de la séance et puis ça m'a bien aidé parce qu'ils m'ont dit, ah, mon enfant a des difficultés sur telle ou telle chose. Alors, on a directement pu commencer à travailler là-dessus. Il y en a des fois qui nous disent, ah, j'ai pu croiser l'enseignant dans les couloirs de l'école avant la séance, ça m'a aidé, mais c'est pas toujours le cas. Et quand c'est pas le cas, ben, on se retrouve à faire les devoirs et puis c'est seulement à la fin de la séance qu'on se rend compte que, ah, zut, il aurait fallu travailler sur telle notion. Donc, importance des échanges quand on ne sait pas quelles sont les difficultés des élèves. Évidemment, la diversification des explications. Il y a une façon d'expliquer qui a déjà été mise en œuvre en classe, mais parfois ça ne suffit pas. Donc, on va essayer de changer les façons de faire, de changer les mots, de changer les outils, de changer les méthodes pour expliquer un petit peu différemment, en utilisant des activités pratiques, en changeant d'outils, en changeant de rôle aussi. À un moment donné, on peut demander à l'élève, bah, là, cette fois-ci, c'est toi qui vas l'expliquer à moi ou à un camarade, c'est un tutorat à plusieurs. Mais disons que ça peut aussi aider et ça, on le fait assez naturellement quelque part. Le partage de méthodes d'apprentissage, évidemment, c'est important plutôt que d'être dans la débrouille, dans le système D, là, de leur dire, bien, il y a des façons pour y arriver, et puis tu vas réussir. Donc, les tuteurs nous disaient qu'ils partageaient leurs propres techniques. On peut penser à des moyens mémotechniques pour mémoriser une liste, etc. Proposer aussi donc de décomposer une tâche en sous-étapes, de développer la visualisation, nous disait une tutrice, pour être plus à même de parler d'une lecture. Elle disait, pour que tu la mémorises mieux, en même temps que tu la lis, essaye de voir un petit film dans ta tête et tu vas voir, tu vas mieux t'en souvenir. Le développement de la réflexion, évidemment, est aussi important, donc que ce soit pour développer la réflexivité dans certains cas, mais c'est plus rare aussi la métacognition. Donc, on voit que les tuteurs tentent de laisser faire les tutorés, puis de les questionner sur leur démarche, de les guider aussi sans leur donner la réponse, mais on les amène progressivement en leur posant des questions. Donc là, je suis pas sûre que tu as fait une phrase complète. Est-ce que tu penses qu'il manque quelque chose? Puis c'est l'élève qui va réfléchir lui-même, d'amener aussi l'élève à se poser des questions. Donc là, on voit un exemple où on nous dit, bien, qu'est-ce que tu remarques? Auquel l'élève dit, il y a des mots en gras, pourquoi ils sont en gras? L'élève répond pour nous attirer l'attention, mais pourquoi attirer l'attention? Ah, l'élève répond parce que c'est important, parce qu'on veut nous donner des informations. Puis de fil en aiguille, comme ça apprend toute une démarche, toute une façon de réfléchir et de progresser dans ses apprentissages. On retrouve aussi des tuteurs qui se servent du jeu, puisqu'on sait bien qu'on peut apprendre par le jeu et que le jeu est souvent stimulant, que ce soit pour faire connaissance, pour susciter l'intérêt, pour récompenser. Donc, on observe une certaine forme de ludification des activités. Parfois, en début comment dire, dans les premières séances de tutorat, quand on ne se connaît pas encore, ou au début de la séance, petite activité brise-glace. Parfois, le jeu éducatif est aussi mis en avant comme une récompense. Par exemple, là, quand on aura terminé à la fin de la séance, on se garde 5 minutes pour faire ce jeu-là, mais sachant que ça reste toujours un jeu éducatif, hein, c'est pas on joue juste pour jouer. Et ça peut aussi aider à travailler des notions. Donc, que ça soit structurer des phrases, là, le jeu des différences, oui, mais en même temps, on en profite pour que tu fasses des phrases bien articulées, etc. Donc, il y a plusieurs façons de faire cela, de prendre des activités qui sont déjà ludiques, ou bien de prendre des jeux qui existent, serpent en échelle ou autres, et de mettre un petit peu de pédagogique là-dedans. Enfin, on a l'intégration du mouvement corporel qui est parfois aussi utilisé. Ça se rapproche un peu de l'idée de ludification. Ça permet aux élèves, notamment ceux qui ont besoin de bouger, là on en a parlé tout à l'heure des garçons qui réussissent plus mal, mais les garçons souvent ils aiment encore plus bouger aussi, d'apprendre différemment.
Donc, il y en a qui nous disaient, ben là, j'ai la chance, je peux disposer du gymnase pour faire mon tutorat. Et donc, plutôt que leur faire des mathématiques au tableau, je leur montre comment on met des objets dans des cerceaux, puis après, on fait on compte, etc. Ou pour leur apprendre à lire l'heure. J'ai 3 élèves en tutorat. Il y en a un qui se place pour faire la petite aiguille de l'horloge, l'autre la grande aiguille, puis le troisième qui est autour, qui va lire l'heure. Donc, il y a différentes choses qui peuvent se faire, se déplacer aussi dans la maison ou dans la salle de classe. Bon, alors maintenant, tu cherches des mots qui commencent par la lettre C, puis ça va te donner des idées de regarder un petit peu les objets qu'il y a autour de toi. Et ça permet bien de bouger un petit peu, de ne pas rester tout le temps assis pour les élèves qui en ont besoin. Enfin, l'invitation à choisir permet de responsabiliser les élèves, d'être un petit peu dans l'autodétermination, même si dans le fond, ça ne change pas le gros de la séance. Mais si par exemple, on va vers notre élève, on lui dit, bon, aujourd'hui, on a des maths et du français à travailler, par quoi préfères-tu commencer? Bon, peu importe qu'on commence par l'un ou par l'autre, c'est qu'il y aura les deux, mais peut-être qu'au lieu de ronchonner parce qu'il fait le français puis qu'il n'aime pas ça, il va se dire, bah, c'est moi qui ai décidé de commencer par ça. Peut aussi être des fois de laisser le choix des outils. Il y a un mot à écrire, oui, on peut l'écrire avec le crayon sur le papier, mais on pourrait aussi très bien prendre les lettres du Scrabble et puis l'écrire avec les lettres du Scrabble, par exemple. Et puis, pour certains élèves, on nous disait aussi que il y a aussi des fois une permission à demander pour pouvoir être aidé. Certains élèves qui sont un peu plus, oh non, moi, je sais, puis je veux pas qu'on me dise, etc. Donc, pour certains, il y a des petits blocages en leur demandant, ben, est-ce que tu me permets de t'expliquer? C'est pas grand-chose, mais ça désamorce et puis ça les aide aussi à être plus disposés à apprendre. Donc, le diapo de synthèse, la diapo de synthèse, quelque part, avec quelques éléments. Donc, les dispositifs propices au tutorat, on le voit, c'est d'avoir des tuteurs formés, des tutorés peu nombreux, plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs semaines, pendant le temps scolaire, avec une relation de qualité. Et parmi les pratiques mobilisables, donc là, on s'entend, c'est bien des choses différentes, les dispositifs propices, ça, c'est des critères qui ont été vraiment étudiés. On a des études là-dessus, des méta-analyses. Les pratiques mobilisables, c'est ce que j'ai trouvé sur le terrain, mais vous aurez sans doute d'autres à ajouter. Donc, on aurait l'écoute empathique, l'humour, le renforcement positif, la communication avec l'entourage, la diversification des explications, le partage de méthodes de travail, d'apprentissage, le développement de la réflexion, la ludification, l'intégration du mouvement corporel et l'invitation à choisir. Donc évidemment, si vous avez des questions, on va avoir tout un temps de questions. Moi aussi, sinon j'en ai pour vous. Est-ce que vos dispositifs répondent à ces critères? Quelles sont vos pratiques? Est-ce que vous avez des astuces si vous êtes tuteur? Parce que ça, j'ai énuméré un certain nombre de pratiques, mais vous en avez sans doute d'autres qui sont bien intéressantes. On peut aussi se demander collectivement comment le tutorat va évoluer. Dans le cadre de cette présentation, je me suis amusée à tester Copilote pour la création d'images. C'est pas son fort, là, mais j'ai voulu voir ce que ça donnait. Donc, les images qui sont dans ce diapo viennent de Copilote. Puis là, je lui ai écrit dessine-moi non pas un mouton, mais dessine-moi du tutorat. Et voilà ce qui est ressorti. Donc, je me suis dit, ah, tiens, c'est intéressant. Copilote, qui est outil d'intelligence artificielle, s'imagine que le tutorat va être fait par des robots à l'avenir. Effectivement, il y a des robots conversationnels qui sont en train de se développer, etc. Mais on a des réflexions à avoir là-dessus, je pense. Donc, je vous ai mis quelques références ici. Alors, il y a la référence de Nico qui revient avec celle de Monsieur Royer. Il y en a quelques autres en plus. Et puis, si vous voulez l'ensemble des références sur lesquelles j'ai travaillé, vous en avez. Il y en a évidemment d'autres qui sont parues depuis, qu'on peut évidemment toujours ajouter. Et donc, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit auquel on n'a pas le temps de répondre, à m'écrire par la suite. Merci beaucoup, Madame Papi. C'était vraiment très intéressant. Je pense que vous avez vraiment amené quelque chose de concret qu'on peut mettre en application dans nos organisations. Donc, c'était fort intéressant. Et là, je pense que le chat est rempli de questions. Je vais tout de suite demander à Valérie. On a eu quand même plusieurs questions. Ça l'a fait réagir beaucoup. Donc, Valérie, est-ce que tu peux nous amener la première question, s'il te plaît? Oui. Donc, la première question, en fait, j'ai 2 questions qui concernent le tutorat fait par les pairs. Donc, M. Royer, là, vous avez
montré le tableau en cours de webinaire, puis ça a fait réagir. Quelques personnes ont des questions là-dessus. Donc, je vous pose les deux premières questions qui sont posées par deux personnes différentes, mais qui concernent le projet du Cégep de Valleyfield dont vous avez fait mention. Donc, la première personne, c'est Roxane qui vous demande, tout à l'heure, vous avez fait du pouce là, sur le programme de tutorat pour les jeunes de Valleyfield, mais en début du webinaire, vous avez nommé qu'il était moins efficace de recevoir du tutorat par des pairs. Donc, elle voudrait avoir votre point de vue sur le sujet, puis on se demandait en même temps, est-ce qu'on considère ça comme du tutorat fait par les pairs, l'exemple du Cégep de Valleyfield? Et la deuxième Oui. question là-dessus, je vous dirais que je la nommerai tout de suite. Donc, il y a une personne qui est anonyme là, qui disait que dans son école, lui, il fait du tutorat entre des élèves du deuxième cycle et du premier cycle du secondaire. Donc, il se demandait s'il y avait des suggestions, là, si vous aviez des suggestions concernant l'appui qu'il pourrait apporter aux élèves du deuxième cycle qui viennent en aide à ceux du premier cycle. Donc, voilà. Sur la question de Valleyfield, on se retrouve dans une situation où c'est pas du tutorat entre les pairs. Dans le fond, c'est des étudiants de première, deuxième collégiale ça peut être avec des jeunes de troisième, quatrième secondaire. Dans ce cadre-là, à cause de la différence de niveau, c'est perçu un peu comme étant, c'est un peu comme si c'était des enseignants, des étudiants en faculté d'éducation, dans le fond, qui interviennent auprès de jeunes de niveau collégial, de jeunes de niveau secondaire. Toute la question du tutorat entre les pairs, je vais donner quelques éléments à l'autre. Au deuxième point, je ne suis pas très favorable à ce comment je dirais, qu'un élève, que les élèves entre eux puissent se corriger, se donner des feedbacks sur la situation d'écriture, ça c'est une chose. Mais comme moi, j'ai 10 ans et j'ai 11 ans, et parce que je finis avant les autres, ben là, je vais aider, je vais adopter un élève de la classe qui a plus de difficultés, puis je vais l'aider dans la classe. A priori, j'aime mieux donner de l'enrichissement à des élèves qui vont rapidement ou qui finissent plus tôt que de leur donner un mandat d'aider les élèves plus faibles. J'ai toujours eu des réserves par rapport à ça. En ce qui concerne les deux cycles du secondaire, encore là, moi, étudiante, moi, élève de cinquième secondaire, je joue un rôle de tuteur auprès d'un étudiant ou d'un élève de première ou deuxième secondaire. Je préférerais nettement que ce soit quelqu'un en enseignement qui joue ce rôle-là. Je vous dis, je mets la pédale douce sur le fait que moi, mon métier d'étudiant, c'est de réaliser des apprentissages et d'exprimer mon potentiel. Je n'ai pas nécessairement à avoir un mandat comme tel en quatrième secondaire de jouer un rôle de tuteur avec des élèves de première secondaire. Ça, c'est un avis professionnel que je vous donne. L'autre avis qu'on peut prendre, mais qui est davantage, c'est que le tutorat par les pairs ou proche des pairs, comme je le soulignais, est beaucoup moins efficace que le tutorat par un enseignant. Donc, moi, quatrième secondaire, je finis là-dessus. Moi, quatrième secondaire, j'ai un jeune de première ou de deuxième secondaire qui n'a pas saisi certaines données, certaines questions en mathématiques. Je vous rappelle que j'ai un jeune sur 3 là, au secondaire qui est en difficulté d'adaptation d'apprentissage. Et la mesure d'aide va être du tutorat donné par un élève plus vieux du secondaire. Je garde des réserves par rapport à ce type d'intervention-là. Donc, on dit que c'est mieux peut-être par des élèves du collégial avec des élèves du secondaire. Par contre, on ne dit pas que c'est totalement inefficace, mais c'est peut-être moins efficace à ce moment-là. C'est moins efficace. J'aimerais mieux, à la limite, aller me chercher un enseignant qui est à la retraite là, et qui est en mesure de fournir une expertise. Parce que je vous dis, j'ai des jeunes de première, deuxième, secondaire qui ont vraiment des grosses difficultés en mathématiques. Et je ne suis pas sûr que l'expertise d'un étudiant de quatrième, cinquième secondaire va être la principale mesure d'aide que je dois donner à ce jeune-là, c'est évident. Forme J'ai quand d'accompagnement. même quelques questions là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une mesure qui est prise par plusieurs personnes d'associer un jeune à un père, ou comme vous dites, si un jeune qui a terminé avant les autres, de l'associer avec un autre jeune qui a plus de difficultés. Je pense quand même que c'est quelque chose qui est fait fréquemment. Donc, on a eu quand même plusieurs questions là-dessus. Merci des éclaircissements. Valérie, je pense qu'on a une autre question dans cette thématique-là pour Mme Papier et M. Royer, les deux. Oui, c'est ça. Donc, la prochaine question, c'est dans la même thématique, là. Donc, c'est pour les deux. Donc, la personne mentionne que c'est pour les deux personnes. Donc, que pensez-vous de la formule du tutorat fait par des jeunes de sixième année auprès de jeunes du premier cycle du primaire, mais en présence d'une intervenante qui est adulte à ce moment-là? Je vais laisser aller Katia là-dessus.
En fait, ce que nous disent les travaux que j'ai déjà pu lire à ce sujet, c'est que ça peut être intéressant si tant est que ces pères aînés, quelque part, ces jeunes qui sont un petit peu plus vieux, un petit peu plus expérimentés, soient eux-mêmes encadrés. Et dans ce cadre-là, si on leur explique, si on les encadre pour qu'ils fassent ce travail, ça peut effectivement être intéressant. Et ça peut être intéressant non seulement pour finalement ceux qui reçoivent le tutorat, mais également pour eux-mêmes qui sont en train de le faire tout en bénéficiant de l'encadrement de l'enseignant. Mais c'était pas de les laisser aller non plus tout seuls. Donc c'est ça, les enseignants ou les spécialistes en éducation ont quand même leur rôle à jouer quand on parle de tutorat par les pairs. Et pour des jeunes qui sont en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, ça ne peut pas être la principale mesure d'aide, là. En disant, moi, je ne donne pas d'orthopédagogie en troisième, quatrième année parce que les élèves de sixième année viennent aider ceux qui ont des difficultés en lecture. J'aurais énormément de problèmes avec ça. Et l'autre élément pour des élèves qui filent très rapidement en disant, tu as déjà, comme je disais tantôt, tu as déjà fini, ben, on va donc aider ou joue donc un rôle auprès des élèves plus faibles. Je valoriserai davantage l'enrichissement auprès de jeunes qui vont très rapidement ou qui sont à haut potentiel ou autrement, que de leur dire, ben là, parce que tu files rapidement, ben là, tu vas consacrer ton temps à. Donc, ce n'est pas négatif comme mesure, mais il y a d'autres mesures qui doivent être prises préalablement si on veut efficacement aider un jeune en difficulté. Donc, il faut que ça soit encadré, quand même supervisé pour s'assurer que la passation d'informations se passe comme il faut et que ça se fait de la bonne manière. Idéalement, et comme on le dit, ça dépend vraiment des difficultés. Si c'est des grandes difficultés, ça suffira jamais. Si c'est un petit achoppement ou une petite aide pour... c'est ça, c'est qu'il faut faire en fonction du niveau de difficulté de l'élève. Entre pairs, ça va bien quand c'est des choses légères, mais dès qu'il y a des réelles difficultés, il faut un intervenant professionnel. Oui, Et ça, donc et il y a quand même un ponctuellement. background. Et c'est ça, ponctuellement. Et dans ce cadre-là, c'est tout à fait possible de rentrer dans la gestion naturelle de la classe. Mais lorsque c'est structuré en disant, moi, quand j'ai des élèves qui ont des difficultés en classe, comme disait Katia, ben là, moi, c'est mes élèves les plus forts qui viennent en aide directement de manière organisée et continue, avec réserve, dans mon cas tout au moins. Parfait. On a une autre question pour Mme Papi, cette fois-ci, Valérie. Je te laisse aller. Oui, donc je vous lis la question. Bonjour, je suis intervenante dans un OBNL et je fais de l'aide aux devoirs avec une quinzaine de jeunes, 3 jours par semaine. Je comprends qu'il serait préférable de faire du 1 pour 1 ou 1 pour 3, mais dans ma réalité, c'est impossible. Est-ce que vous avez des conseils pour que j'améliore l'efficacité de mon aide afin de bien aider les jeunes? Mais là, on n'est pas dans un contexte de tutorat, si je comprends bien, on est dans un contexte d'aide aux devoirs. Donc, c'est assez différent parce qu'il est tout à fait possible que c'est qu'un jeune n'ait pas réellement de difficulté, si ce n'est peut-être besoin de temps en temps qu'on leur dise, ah bah relis l'énoncé, t'as peut-être pas bien compris, enfin, le petit coup de main, mais à des élèves sans difficulté. Dans quel cas, d'en avoir 15, c'est pas plus un problème que ça. Mais par contre, si les élèves ont des difficultés, ce qu'il faudrait effectivement, c'est du tutorat. Donc, quand on est dans l'aide aux devoirs, dans un organisme comme une maison de jeunes, on peut faire de l'aide aux devoirs à plusieurs jeunes en même temps. Ça, il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de grandes difficultés. C'est ça, normalement, les devoirs sont faits pour que les élèves soient capables de les faire seuls. Donc, Donc, c'est plus de si en l'accompagnement. plus ils ont une petite aide au cas où il y a un petit besoin, tant mieux. Et ce qui arrive, c'est qu'on peut procéder par élimination aussi. Malgré l'aide aux devoirs, j'ai un jeune qui est continuellement en difficulté, ça va prendre des mesures nettement plus spécifiques. Et concernant les leçons et les devoirs, je vais vous dire clairement une position que j'ai depuis des années. Si le fait de faire des leçons et des devoirs devient une condition de réussite à l'école, on est dans les problèmes. Parce que j'ai des parents qui sont analphabètes, j'ai des parents qui ne sont pas en mesure de suivre, et j'ai des jeunes comme tels qui ont besoin nécessairement d'avoir des interventions, davantage de tutorat que d'aide aux devoirs. Et dans ce contexte-là, je vous rappelle qu'au Québec, au primaire, j'ai plusieurs écoles où il n'y a pas de leçons et de devoirs. Donc, il s'agira de déterminer ça. C'est une mesure d'aide si l'enseignant en donne des leçons et des devoirs, mais essentiellement, l'apprentissage devrait être réalisé en classe. Ouais, ça, je pense que c'était tout un débat, les devoirs à la maison le soir. C'est tout un débat. Valérie, on a d'autres questions aussi. Ben, j'en profiterai justement pour poser la question.
qu'on a eu dans un formulaire d'inscription qui est sur ça, justement, l'utilité des devoirs. Donc, la personne demandait l'utilité des devoirs au primaire, la fréquence, quantité nécessaire. Donc, comment soutenir nos élèves dans la méthodologie de travail et les aider à organiser leur horaire de devoirs dans la semaine. Donc, il y avait beaucoup de questions posées à ce sujet-là. L'utilité des devoirs et s'il y en a, la quantité nécessaire et comment on les soutient là-dedans. Donc, Je pense que j'ai perdu le son. Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Je peux en dire un tout petit bout. Là. J'ai eu à travailler très fréquemment sur cette question-là. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le fait de faire les leçons et les devoirs à la maison est une condition de réussite et il y a un problème. Donc, dans ce cadre-là, d'une certaine manière, on refait des choses qu'on a faites dans la journée à l'école pour les consolider. La prescription usuelle, c'est gardez-vous un temps d'un 15-20 minutes le soir pour avoir une période de lecture chez les jeunes de première, deuxième, troisième, quatrième année, et par la suite de développer des habiletés autonomes d'organiser son temps, parce qu'au secondaire, les leçons et les devoirs, le travail scolaire fait à la maison ont un impact sur sa réussite. Mais sur les premières années du primaire, vous pourriez très bien décider qu'il n'y ait pas de leçons et de devoirs à la maison. Et si le fait de ne pas les faire, les leçons et les devoirs, est une cause d'échec scolaire, ça, c'est un problème d'éthique. Un enfant devrait pouvoir réussir à l'école sans avoir à faire des leçons et des devoirs à la maison. C'est une position très précise que j'ai, que plusieurs ont sur ce sujet-là. Sans ça, ça devient discriminatoire envers des parents qui ne sont pas en mesure de. Mais au secondaire, vous Au recommandez secondaire, ça devient nécessaire, mais encore là, ça a besoin d'être structuré. Et si un jeune n'est pas capable de réaliser les tâches qu'on va t'envoyer à la maison, préparer un examen, préparer un test, préparer une évaluation, il n'est pas en mesure parce qu'il ne comprend pas les contenus, ce n'est pas l'aide aux devoirs qui va vraiment aider. C'est comme disait Katia, c'est davantage une intervention beaucoup plus spécifique en fonction des programmes d'études. Qu'est-ce que tu ne comprends pas qui te met en situation d'échec en mathématiques? Et c'est pas. Fais plus de devoirs à la maison, tu vas réussir. C'est pas ça du tout, non. Madame Papier, est-ce que vous avez une opinion Non. là-dessus ou un complément? Rien à rajouter. Question, Valérie, peut-être qu'on a du temps pour deux, trois autres questions. Oui, il nous reste du temps. Donc, la prochaine question nous vient de l'équipe de Concept. Donc, comment pourrions-nous avoir accès à une formation d'accompagnement pour faire du tutorat si nous sommes des intervenants sociaux? La question s'adresse à un ou l'autre des intervenants. Je ne sais pas s'il y a des formations qui existent. J'en ai vu des ponctuelles. Là, par exemple, le Cégep de Lanaudière qui va former des étudiants qui vont faire du tutorat dans le cadre de À deux pas de la réussite. Donc, il y a des choses comme ça, mais des formations offertes générales, je n'en ai pas vu pour l'instant. Je ne sais pas si M. Royer en connaît. Moi, je dirais, en relation avec ce que vient de dire Katia, j'essaierais d'identifier les histoires à succès au Québec. Puis Katia serait probablement une bonne pilote là-dessus. Identifier les histoires à succès, les milieux scolaires qui ont vraiment développé des formes de tutorat là, qui correspondent aux critères qu'on a avancés tous les deux. Et je ferai affaire avec une ou deux des personnes qui travaillent dans ce milieu scolaire-là pour venir donner un séminaire. En clair, je partirais d'histoires à succès ou de pratiques exemplaires d'un milieu scolaire et je les inviterais carrément un enseignant ou une personne qui fait du tutorat à venir donner un séminaire, là, pratiquement. Chez nous, ça va bien, ça se passe comme ça, puis on vient en témoigner là, aux intervenants. Ça serait peut-être la manière la plus simple à ce moment-ci, du moins. Bon, et puis, en fait, Concept, c'est un organisme en alphabétisation, entre autres. Donc, j'espère que ça a pu répondre à leurs questions. Prochaine question, Valérie? Oui, cette fois-ci, j'ai deux questions qui concernent le financement. Donc, la première question, c'est est-ce que vous savez si le gouvernement pense redonner un budget aux écoles pour la poursuite du tutorat? Et sur le financement encore, est-ce qu'un budget est octroyé aux écoles par le gouvernement et dans le cas contraire, les écoles n'ont-elles pas d'autre choix que de se servir d'élèves plus vieux justement pour offrir le tutorat?
Ma compréhension du financement à l'époque, c'était attaché pendant plusieurs années. Je ne sais pas jusqu'où ça se rend. L'autre, ma compréhension en plus, c'était que les personnes qui interviennent au niveau du tutorat ont une rémunération qui correspond à leur expertise. Pour les enseignants, c'est 1 millième. Donc, je ne sais pas, moi, si l'enseignant gagne 100 000 par année, 1 millième, ça va être 100 de l'heure pour faire du tutorat. Donc, les chiffres que j'ai eus il y a 2 ans, moi, c'était essentiellement des enseignants qui faisaient en surplus de tâches moyennant rémunération. Donc, je n'ai pas d'indication au niveau des budgets. Dans le contexte actuel, moi, ce que j'ai cru comprendre de ce qui se produisait, c'est que les budgets étaient maintenus. Et le Devoir avait un article étrange au niveau d'un relevé, là, ça a été publié il y a 2 mois, à l'effet qu'il y avait des sommes qui n'avaient pas été engagées par certains centres de services scolaires. Donc, il faudrait voir exactement, mais c'est une mesure essentielle à maintenir de manière pérenne, là. La journée où on enlèvera cette mesure-là au milieu scolaire, vous allez voir les indicateurs que je vous ai donnés tantôt vont se mettre à bouger, entre guillemets, négativement, là. C'est une question, Valérie. Oui, bien, merci pour votre réponse, M. Boyer. Donc, la prochaine question vient de Joanie. Est-ce que faire des tutorats avant le début de l'école et sur l'heure du dîner est favorable aux apprentissages ou c'est moins efficace? Donc, pour un ou l'autre. Peux-tu y aller, Katia? Ben, logiquement, on est dans le temps scolaire, donc ça, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas efficace. Ça va dans le cadre de la relation que tu mentionnais tantôt, tout à l'heure, Katia, en disant il y a une bonne relation, ce que je trouve d'agréable, ça se passe que le tuteur. Puis à l'opposé, ça serait bien, écoute, là, le midi, tu vas être avec moi, tu as beaucoup de difficultés, on va faire du tutorat, là, c'est toute une autre atmosphère. Mais dans la mesure où c'est quelque chose qui est intégré, là, puis la relation est bonne, mais que ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement ou la vie sociale du jeune ou de la jeune, et que c'est fait sur les temps de la journée d'école, a priori, oui. D'ailleurs, ça se fait dans plusieurs écoles, d'avoir du tutorat sur l'heure du midi. Ils nous disaient, ben, au début, ils mangent en même temps, puis Ben oui, ben oui. c'est ça, on fait des activités plus légères, et puis après, une fois qu'on a fini de manger, on arrive sur du plus costaud. Mhm. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense quand même qu'on a presque la moitié des gens du scolaire, plusieurs personnes aussi d'organes communautaires, donc chacun essaie de trouver ses réponses parmi vos réponses. Je vais laisser Valérie poser la prochaine question. Oui, cette fois-ci, ça nous vient de Noémie Larente. Alors, la question est la suivante. Comment engendrer un intérêt pour le tutorat chez un élève dans le besoin qui ne démontre aucun intérêt ou qui ne comprend pas ses besoins pour l'accompagnement individualisé? Mais là, D'accord. Ah, je pense vas-y, qu'il y a là. je pense qu'il y a plusieurs des stratégies qui ont été relevées là chez les tuteurs que je vous ai présentées qui peuvent servir, notamment quand on parlait bien de la diversité, donc des approches, de se baser sur ses intérêts. Il aime une chose plutôt qu'une autre. Il aime les dinosaures, ben, on va faire une lecture sur les dinosaures pour y aller avec ce qui l'intéresse. C'est quelqu'un qui aime bouger, ben on va essayer d'avoir des activités qui lui permettent de ne pas rester assise, enfin, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut susciter l'intérêt de ce jeune pour lui présenter les activités de façon un petit peu différente, parce qu'il y a finalement il y a toujours plusieurs façons de voir l'apprentissage, et on sait très bien que tout ce qui passe par le jeu fonctionne souvent quand même bien chez les plus jeunes. Je serais exactement du même avis avec l'idée aussi, tu sais, c'est le mot apprivoiser, là. Peut-être qu'un jeune a vécu beaucoup de situations pénibles, négatives par rapport aux apprentissages. Donc, c'est quelque chose de graduel. Et c'est là, comme soulignait très bien Katia tout à l'heure, que la relation avec le tuteur, là, relation tuteur-tutoré, là, devient importante. Quitte à commencer par des choses non scolaires, puis quitte à commencer avec un biscuit et un verre de lait là, assis ensemble dans un local en fin de journée pour jaser un peu comme ça, est-ce que ça va, puis en disant, ben, tu sais, c'est l'idée d'y aller graduellement. Tu as de la difficulté à l'école, ton enseignante m'a dit qu'il fallait que je fasse du tutorat avec moi. C'est quelque chose qui est comment je dirais, c'est quelque chose comme tel qui est négatif pour lui, ben, on va avoir des difficultés. Mais les suggestions faites par Katia, je pense entre autres à ta dernière diapositive où tu ramasses tout ça, là, ça m'apparaît, les ingrédients m'apparaissent là, présents pour être en mesure d'améliorer ça. Puis peut-être aussi d'être d'emblée lors de la première séance, qui est effectivement peut-être pas une séance de travail en tant que telle, mais de faire connaissance, profiter pour faire comprendre à l'élève que c'est une chance
qu'il y a d'autres élèves qui sont en difficulté, qui Mhm, n'ont pas mhm. cette chance d'avoir quelqu'un qui est là juste pour s'occuper de lui, puis que ça va être plaisant d'être ensemble. Donc, peut-être rappeler ça aussi à l'élève, que c'est pas une punition. Puis Mhm. on voit que la relation qu'on appelle maître-élève, c'est un des déterminants les plus importants aussi. Donc, c'est sûr que de créer cette relation-là, d'amener l'apprentissage dans le plaisir, ça aide énormément. Puis des fois, quand l'élève peut-être a de la difficulté avec l'école, c'est pour ça aussi que l'écosystème alentour est important. Donc, les organismes communautaires qui peuvent valoriser aussi la relation maître-élève avec l'enseignant. Donc, c'est sûr que tout l'écosystème alentour est important. On va peut-être prendre une dernière question parce que je vois le temps qui file. Donc, Valérie, on irait avec une dernière question. Oui, alors, dernière question qui vient de Christine Campanosi. Alors, Christine nous dit, je fais de l'aide aux devoirs dans un organisme communautaire avec des bénévoles. Suis-je mieux de conseiller du tutorat externe aux parents? Alors, je laisse répondre. Réponse simple, et par la suite, je vais être très bref, Katia. Si ça fonctionne, si les jeunes vont bien à l'école, continuez. S'il y a un certain nombre de jeunes comme tel qui, malgré l'aide aux devoirs, se retrouvent en situation d'échec, en situation très pénible, là, l'option d'un autre type d'intervention va s'appliquer. Mais quand ça fonctionne bien, puis vous continuez. Mais si c'est insuffisant pour certains jeunes de leur permettre d'apprendre à lire ou de réussir à l'école de manière générale, il faut penser à d'autres choses. C'est ça, j'ai rien à rajouter, c'est vraiment ça. L'aide aux devoirs, c'est bien qu'il y en ait. Mais c'est juste que pour les jeunes en difficulté, ça ne suffira pas. Donc, c'est pas. Donc, je pense qu'on voit vraiment qu'il y a une distinction entre quand un jeune a de la difficulté, où là, on doit vraiment plus pousser pour le tutorat pour que ça soit plus organisé, plus structuré. Tandis que si c'est un jeune qui n'a pas de difficulté, l'aide aux devoirs peut fonctionner amplement. Mhm. Ben, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup, Mme Papy, M. Royer. Je remercie également toutes les personnes qui ont été présentes. Je vous donne quelques petites informations en rafale. Premièrement, il y a déjà un formulaire d'évaluation qui vous a été envoyé donc pour les participants. Si vous voulez prendre quelques minutes pour y répondre, ça va nous aider, nous aiguiller pour savoir qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les prochaines fois. Également, comme on l'a dit d'entrée de jeu, le webinaire a été enregistré. Il va être déposé sur le nouveau site web de la TREM. Donc, toutes les personnes qui se sont inscrites vont pouvoir y avoir accès, mais également, même les personnes qui n'étaient pas inscrites vont pouvoir y accéder via le site web de la TREM. On a aussi créé, avec Mme Papy et M. Royer, une infographie sur les meilleures pratiques. Donc, ça aussi, on va vous envoyer ça dans le courriel que Amélie va vous faire parvenir demain. Donc, l'infographie va également être présente. On vous remercie beaucoup pour votre temps, autant à nos deux intervenants qu'aux participants. Ça a été un plaisir, ça a été fort instructif et on espère vous revoir bientôt. Merci à vous. Au plaisir.